Salut à tous, un petit message juste avant que l'épisode ne commence. Il n'y aura pas de rediffusion des live Twitch sur les index que j'ai fait, mais en contrepartie, il y aura justement des petites vidéos un peu plus construites autour des différentes astuces de jeu et des unités que je trouve les plus intéressantes, et ce, pour chaque index. Pour cet épisode, je vais vous montrer quelques astuces de jeu de la 10e édition qui m'ont été partagées par Kuro pour la phase de charge et Chlorel pour la phase de tir. Je vous mets bien entendu en description directement les liens vers les sources originales. Allez, je ne vous embête pas plus, bon épisode à tous. Nous allons commencer avec l'astuce pour la phase de charge. Voici la situation. Nous avons une unité de garde sanguinienne derrière une ruine. L'objectif est de pouvoir prendre le contrôle de l'objectif à côté du drop pod, détruire l'unité de Dévastator avant qu'elle puisse s'activer, et ce, même si elle avait combat en premier, ce qui leur permettrait normalement de s'activer avant notre unité puisque ce n'est pas leur tour. Enfin, il faudra penser à limiter notre létalité pour ne pas détruire le drop pod durant notre tour, afin de rester au chaud contre lui durant le tour adverse. Nous commençons par faire bouger notre unité de garde sanguinienne, tout en maintenant une certaine distance entre les figurines de la ligne de front et les autres du rang arrière. Nous allons tirer sur aucune des deux unités adverses afin de ne pas rallonger notre charge qui se trouve être de 5 pouces. Durant la phase de charge, nous obtenons une distance de 8 pouces sur notre jet. À partir de là, on vérifie les distances pour chacune de nos figurines dans l'unité afin de connaître celles pouvant être socle à socle. C'est là que le travail commence. Car évidemment, nous devons finir en cohésion d'unité et on ne peut pas finir un mouvement par-dessus une figurine. Donc nous allons devoir être assez malins pour pouvoir gêner le placement des figurines de notre unité avec nos propres figurines de la même unité. Car nous pouvons choisir l'ordre des figurines que nous pourrons déplacer. Ok, j'ai l'impression de vous perdre. Je vous montre. Après avoir vérifié toutes mes distances de charge, je commence par celle-ci, puis son copain à côté. Puisqu'ils ne peuvent pas arriver socle à socle ni à portée d'engagement, ils doivent simplement finir leur mouvement plus proche de la figurine ennemie que je charge, sans être à portée d'engagement de l'unité de Dévastator, car je ne l'ai pas désigné dans ma charge. Bien entendu, mon unité de garde sanguinienne doit finir à portée d'engagement du drop pod, ce qui signifie qu'au moins une de mes figurines doit être dans sa portée d'engagement et si possible, doit être socle à socle. Bon là, en l'occurrence, vu que c'est un drop pod, on va dire blindage à socle. Bref, je positionne mes deux gardes de cette manière afin de gêner un maximum le mouvement d'autres figurines. Nous passons désormais à cette figurine. Comme nous pouvons le voir, elle n'arrive pas socle à socle, mais pouvant être à portée d'engagement du drop pod. Par contre, elle finirait son mouvement sur une figurine, ce qui n'est pas possible. Alors, je dois finir mon mouvement au plus proche du véhicule. Je termine son mouvement de cette manière. Retenez bien son positionnement, car il sera important pour la suite de notre aventure. Maintenant, passons à son voisin. Il aura les mêmes soucis de finir au-dessus d'une figurine et sans être à portée d'engagement. Donc, il finit son mouvement plus proche. Passons rapidement sur les deux figurines situées au centre du premier rang. Elles peuvent arriver blindage à socle du drop pod, donc plaçons-les de manière à gêner les autres figurines n'ayant pas fait leur mouvement de charge. Très bien. À partir de maintenant, c'est technique, car je le rappelle, il ne faut pas détruire le drop pod, prendre le contrôle de l'objectif, ne pas être à portée d'engagement des Dévastators tout en pouvant les détruire, et rester au chaud contre le drop pod pour le détruire durant le tour adverse. Regardons pour la prise de contrôle de l'objectif en reprenant par les figurines du deuxième rang. Notre figurine ne pouvant pas finir au contact, elle doit finir son mouvement au plus proche, donc profitons-en pour la rapprocher de l'objectif. Mais tout en gardant une certaine distance pour ne pas pouvoir finir au contact durant notre mouvement d'engagement ou de consolidation. De même pour son voisin, il finira son mouvement plus proche, mais en gardant une certaine distance pour éviter d'avoir trop de figurines attaquant le véhicule. Passons de l'autre côté, en déplaçant cette figurine. Elle arriverait à portée d'engagement de l'unité de Dévastator. Ce n'est pas possible. Et si je cherchais à rester en dehors de la portée d'engagement, je m'arrêterais sur la figurine. Donc je vais tout simplement finir mon mouvement plus proche en restant à côté du copain. Pour cette avant-dernière figurine à déplacer, ce sera le même cas, mais je la positionne en socle à socle aux deux copains devant. Pour ce qui est de la dernière figurine, je vais la positionner pour bloquer le mouvement d'engagement de deux gardes cherchant à contrôler l'objectif. Maintenant que notre mouvement de charge est terminé, en respectant à chaque fois les conditions, nous passons à la phase de combat, avec les unités ayant combat en premier, en commençant par le joueur évidemment, dont ce n'est pas le tour. C'est là que le mouvement de charge fut très important, car en restant en dehors de la portée d'engagement de l'unité de Dévastator, même si elle avait combat en premier, elle ne pourrait pas s'activer d'elle-même, car n'étant pas à portée d'engagement des gardes sanguiniens. Bien entendu, mon adversaire pouvait utiliser le stratagème intervention héroïque, mais il aurait dû utiliser un point de commandement. Peut-être plus si vous jouez des unités ayant la capacité d'augmenter le coût de certains stratagèmes. Bref, dans notre exemple, nous allons pouvoir activer notre unité de garde sanguinienne. Commençons par notre mouvement d'engagement pour contrôler
l'objectif. Nos deux figurines ne pouvant arriver en contact avec le drop pod et en dehors de sa portée d'engagement, nous finirons notre mouvement plus proche, avec deux figurines sur l'objectif pour en prendre le contrôle. De l'autre côté, je bouge cette figurine en profitant de la taille de mon socle pour finir mon mouvement d'engagement au contact du drop pod, de la figurine appartenant à l'unité de dévastateur et du garde sanguinien déjà installé au contact du véhicule. Ensuite, cette figurine ne pouvant finir au contact du drop pod sans devoir finir son mouvement sur une figurine, elle se rapproche en contactant la figurine que l'on a déplacée précédemment. Vous n'êtes pas obligé de déplacer cette figurine car on maintient déjà la cohésion de l'unité de cette manière. Mais pour préparer les futurs déplacements de l'unité dans les prochains tours, il est préférable de gagner de la distance, même si celle-ci est minime. De l'autre côté, je finis mon mouvement plus proche de la figurine ennemie la plus proche, et si possible en la contactant socle à socle. Par contre, ne faites pas comme moi, mettez vos figurines en contact si elles le peuvent. Au total, nous avons 3 qui attaqueront le drop pod, 2 dans le vent car trop occupés à contrôler l'objectif, et 5 contre les dévastateurs. Car celui-ci est en contact socle à socle de son voisin de gauche, qui est lui-même en contact socle à socle de la figurine dévastateur. Une fois que vous avez résolu vos attaques, nous avons détruit l'unité de dévastateur, préservé en partie le drop pod, et on contrôle l'objectif. Nous pouvons faire notre mouvement de consolidation ou rester ainsi pour occuper un maximum d'espace afin de bloquer les mouvements adverses. Alors bien entendu, certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi l'adversaire n'a pas mis les dévastateurs sur l'objectif. Je vous répondrai, eh bien pourquoi pas. Plus sérieusement, en réalité, je voulais montrer un exemple assez large pour que vous puissiez voir les modifications et le niveau de micro-gestion à avoir sur cette nouvelle édition. Allez, passons à un gros changement dans l'utilisation des décors et de ce que peuvent faire les figurines. Pour commencer, voici la première situation. Nous avons une unité de Terminator où chacune des figurines voit l'unité de Thermagaunt, donc elle peut tirer dessus sans donner le bénéfice du couvert au Gaunt. Très bien. Reprenons la même situation à une différence près. L'une de nos figurines de Terminator ne voit plus l'unité de Thermagaunt. Quelles sont les figurines de Terminator qui pourront tirer? Les Thermagaunt reçoivent-ils le bénéfice du couvert? Regardons tout ça ensemble. Eh bien c'est là que tout commence. Dans un premier temps, l'unité de Thermagaunt est-elle visible? Pour ce faire, nous vérifions la ligne de vue de chaque figurine de Terminator et nous avons bien 4 Terminators sur les 5 voyant très clairement au moins une figurine de l'unité adverse. Maintenant, bénéficie-t-elle du couvert? Eh bien si on s'intéresse à la règle bénéfice du couvert sur la fiche des ruines, on nous dit chaque fois qu'une attaque de tir est allouée à une figurine, si celle-ci est entièrement dans cet élément de terrain ou si elle n'est pas entièrement visible de toutes les figurines de l'unité attaquante à cause de cet élément de terrain, elle a le bénéfice du couvert. Ce qui nous intéresse réellement, c'est si celle-ci est entièrement dans cet élément de terrain ou si elle n'est pas entièrement visible de toutes les figurines de l'unité attaquante. Dans notre exemple, l'unité de Thermagaunt n'étant pas entièrement visible de toutes les figurines de l'unité attaquante pourra bénéficier du couvert. Oui, tout cela à cause d'une seule figurine Terminator ne pouvant pas voir l'unité. C'est triste. Allez, je vous donne une dernière situation pour la route. Durant notre phase de mouvement, le Dreadnought Redemptor entre dans la zone de terrain de ruine, représentée ici par un petit plateau de plexiglas. Nous passons à la phase de tir et je souhaite tirer sur l'unité de Thermagaunt juste en face. Ai-je la visibilité? Au premier abord, il semblerait que oui. Mais si on s'intéresse à la règle de visibilité de la ruine, nous avons les figurines peuvent voir dans cet élément de terrain normalement et les figurines qui sont entièrement dans cet élément de terrain peuvent voir hors de lui normalement. Donc, puisque notre Dreadnought Redemptor n'a pas eu le mouvement nécessaire pour être entièrement dans l'élément de terrain, il ne peut pas voir en dehors normalement. Donc il ne pourra pas tirer sur l'unité de Thermagaunt. Il y a eu, durant l'un des derniers tournois V9 à Kansas City, des parties d'exhibition de la V10. Et lorsque l'on regarde le schéma d'installation et de l'occupation des surfaces de chaque décor, on peut supposer assez facilement qu'il sera très difficile pour les unités de tir d'obtenir des lignes de vue. Petite interruption, car depuis l'écriture de l'épisode, Games Workshop nous a sorti beaucoup de documents, notamment un commentaire des designers corrigeant de nombreuses imprécisions. Certaines restent toujours d'actualité et on espère qu'il y aura rapidement des FAQ pour résoudre les derniers problèmes. En tout cas, pour ce qui concerne le problème de visibilité dans une ruine pour les figurines possédant un grand socle, je vous mets le schéma proposé par Games Workshop que je trouve très bien fait, afin de mieux comprendre la problématique que j'expose entre le Dreadnought Redemptor et l'unité de Thermagaunt. Sur ce, je vous mets en description le lien pour télécharger le document en description si jamais vous ne l'avez pas eu, et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Maintenant que nous avons vu les trucs et astuces ensemble, voici les unités que je trouve les plus intéressantes dans l'index Blood Angel. Un petit rappel tout de même de la règle d'armée Oath of Moment, le serment de l'instant. Durant votre phase de commandement, vous pourrez choisir une unité ennemie, peu importe laquelle, vous n'avez pas besoin d'avoir de visibilité particulière pour la choisir, et lorsque vous la choisirez, durant tout le tour en cours, lorsque vous la ciblerez avec n'importe quelle unité de votre armée, vous obtiendrez une relance complète des jets pour toucher et blesser, permettant ainsi d'optimiser des capacités comme touche fatale, vous permettant de blesser plus facilement les unités les plus résilientes, touche soutenue pour augmenter votre nombre de touches, ou alors blessure dévastatrice infligeant des blessures mortelles pour passer
passer les sauvegardes les plus fortes du jeu. Et bien entendu, je vous mets aussi la règle de détachement. Il fournit un bonus de +1 en attaque et en force si vous avez chargé. Allez, je commence ce top 5 avec une unité que je trouve indispensable pour les armées Blood Angel, bien qu'il coûte tout de même 160 points, c'est le Sanguinor, car une fois par bataille, il peut arriver sur le champ de bataille depuis la réserve à portée d'engagement de l'unité ennemie ayant fini son mouvement de charge. Avec la nouvelle alternance de la phase de combat permettant aux joueurs dont ce n'est pas le tour, c'est-à-dire vous, de commencer votre activation, grâce à Combat en premier, que possède Sanguinor, il vous permettra de l'activer avant votre adversaire. Ensuite, vous infligerez tout simplement 8 attaques de force 6, PA-3, dégâts 2, de quoi détruire facilement des figurines de type intercesseur, mais moins intéressant contre les figurines de type Terminator. Par contre, n'oubliez pas, grâce à votre règle de détachement, vous passez du coup à 9 attaques et de force 7. L'autre intérêt de la figurine est l'aura qui vous permet de relancer les tests de Battle Shock et de commandement. Enfin, bien qu'il ne puisse rejoindre d'unité, il a tout de même Agent Solitaire qui lui permet de ne pas être ciblé trop facilement durant la phase de tir adverse. N'oubliez pas qu'il est possible que votre adversaire temporise la partie durant au moins les 2 premiers tours, afin de ne pas vous donner d'opportunités trop faciles. Donc n'hésitez pas à garder au moins un point de commandement pour utiliser le stratagème Rapid Ingrace, ce qui vous permettra de faire venir le Sanguinor durant le tour adverse, afin qu'il soit opérationnel durant votre prochain tour. Pour la deuxième place de mon top, j'opte pour Dante. En réalité, il occupe la première place à égalité avec le Sanguinor. La seule chose qui a fait que j'ai préféré mettre le Sanguinor en première position, c'est son aspect pression morale qui menace chaque choix que votre adversaire fera sur chacune de ses déclarations de charge. Alors que Dante sera régulièrement déployé sur table, tout en gardant la possibilité d'être mis en réserve et arriver en frappe en profondeur pour profiter de sa capacité Seigneur Régent de l'Imperium Nihilus, donnant un bonus de +1 à la charge et pour toucher à l'unité qui l'accompagne. Ce qui vous offre une charge à 8 pouces au lieu de 9 quand vous arrivez des réserves de cette manière. En cas de charge réussite, au début de la phase de combat, vous obligerez toutes les unités à 6 pouces de faire un test de Battle Shock avec un malus de -1. En plus du soutien et du contrôle sur le champ de bataille, il a une létalité très correcte en mêlée via sa hache Mortalis. Pour ce qui est des unités qu'il peut rejoindre, nous en avons 3 types. Pour commencer, nous avons l'escouade de vétérans Vanguard en Jump Pack, qui ne possède aucune personnalisation pour ce qui est des équipements de mêlée. Ensuite, via le bonus de détachement, vous montez tout de même à force 6 en mêlée, mais reste sur de la PA-1, ce qui ne sera pas suffisant contre les grosses sauvegardes. De même pour le bonus d'unité qui consiste à obtenir un Lethal Hit à la charge, ce qui est bien pour la polyvalence de l'unité puisqu'il n'y a pas de lieutenant en Jump Pack, afin de rejoindre celle-ci. Mais l'unité coûte 130 points pour 5 figurines ou 260 pour les 10, ce qui est assez cher par rapport à la résilience et la létalité qu'ils offrent. Ils seront forcément mis en concurrence avec l'unité d'assaut Jump Pack, qui coûte seulement 115 points les 5 figurines et 230 points les 10. Cette unité propose beaucoup plus d'options différentes dans les équipements, comme 2 éviscérateurs pour une unité de 10, un marteau sur le sergent. Et pour le reste des attaques, on sera sur des épées tronçonneuses Astartes de force 4, PA-1, dégâts 1. En comptant le bonus de détachement, on monte tout de même à force 5, qui est l'équivalent des armes patrimoniales des Vanguard. Effectivement, entre Vanguard et les squads d'assaut, vous avez une légère différence, c'est que les Vanguard, eux, passent à force 6. Mais le ratio général de l'unité d'assaut est plus intéressant grâce aux équipements force 7 et force 8, PA-2, dégâts 2, ainsi que la capacité d'unité à infliger de la blessure mortelle sur 4+, au moment de la charge. Enfin, la dernière unité que Dante pourra rejoindre est la garde sanguinienne, qui est clairement designée pour lui, car il y a de fortes chances que Dante soit votre seigneur d'armée. Ainsi, votre unité sanguinienne, qui est déjà -1 pour être touchée, infligera un malus supplémentaire de -1 pour être blessé contre les attaques de mêlée. D'ailleurs, vous mettrez forcément une bannière dans l'unité, afin de monter sur une caractéristique d'objectif contrôle de 2, au lieu de 1 par rapport aux autres unités, ce qui est beaucoup plus pratique pour contrôler les objectifs. Allez, quitte à parler de cette unité, autant passer à mon top 3 des unités Blood Angel. En tout cas, pour finir avec Dante, vous aurez le choix entre l'unité d'élite que représente la garde sanguinienne, ou les squads d'assaut un peu plus low cost, mais plus performantes que les Vanguard, bien entendu par rapport à leur coût. Ce que j'aime dans la garde sanguinienne, c'est sa résilience. -1 pour être touché, -1 pour être blessé en mêlée, une sauvegarde de plus, qui vous fera faire en moyenne des sauvegardes autour de 3+, 4+, puisque je m'attends à ce que la pénétration d'armure majoritaire durant cette 10e édition tourne autour de -1 à -2. Vous avez aussi une certaine létalité au tir via les pistolets infernaux, dont ils peuvent tous être équipés. Vous avez aussi leur épée Carmin, passant à force 6 via la règle de détachement, PA-2, dégâts 2. Bien que son coût soit très élevé, 200 points les 5 figurines et 400 points les 10, je pense qu'il sera tout à fait raisonnable d'en jouer une grande unité pour être accompagné de Dante, ainsi que d'un prêtre sanguinien qui viendra fournir une insensible 5+ à l'unité pour encore augmenter sa résilience, et un bonus de -1 à la pénétration d'armure pour fiabiliser leur létalité. Cela reste une synergie très coûtante, car cela représente 675 points contre 475 en équivalent pour les squads d'assaut. Passons à mon unité de top 4.
j'ai choisi les Martes, car il peut mener une unité de compagnie de la mort en jump pack, leur fournissant un -1 dégâts, sachant que, comme l'unité qu'il peut mener, il bénéficie d'une insensible 6+, ce qui permet d'augmenter en réalité la résilience de l'unité de 16,67% contre les dégâts 2 au lieu de 8%. De plus, il donne Lethal Hit à l'unité, permettant aux attaques légères de saturation de pouvoir blesser plus facilement. Niveau létalité, il n'est pas en reste. Il fournit 5 attaques, voire 6 avec la règle de détachement, de force 6 ou 7, PA-2 dégâts 2 et Lethal Hit, ce qui est très correct car ce sont des caractéristiques parfois même supérieures à certaines armes de capitaine. Bien entendu, j'ai choisi les Martes dans mon top 4 car derrière, je comptais parler de mon unité top 5 de l'index Blood Angel, la compagnie de la mort en jump pack. Le premier avantage et désavantage de la compagnie de la mort, c'est sa capacité rage noire, qui d'un côté fournit une relance complète des jets pour toucher à l'unité, donc les Martes compris. Mais s'il n'y a pas de chaplain à 12 pouces de l'unité, elle ne peut pas battre en retraite et leur capacité de contrôle d'objectif passe à 0, ce qui est assez problématique pour marquer vos points en primaire. Donc, qui de mieux que les Martes pour accompagner ce type d'unité? Sans oublier que la relance complète des touches permet de fiabiliser la capacité Lethal Hit qu'il fournit à l'unité. Pour la seconde capacité Fureur Berserk, c'est une relance du jet de charge. C'est pratique pour une unité principalement dédiée à la phase de combat. Pour ce qui est des équipements, vous pouvez toujours mettre autant de marteaux que vous le souhaitez. De même pour les armes de tir si vous prenez l'option de l'épée tronçonneuse Astartes. D'ailleurs, vu le coût de l'unité, 150 points les 5 et 310 points les 10, vous pourrez faire un mix d'armes dans l'unité de 10 du genre 5 marteaux pour balancer 20 attaques avec la règle de détachement, touchant à 4+, ou le relance de force 9, toujours grâce à la règle de détachement, en comptant Lethal Hit, Devastating Wound, ce qui vous donne largement de quoi faire contre un peu n'importe quoi. Pour les 5 derniers, vous pouvez mettre 5 épées énergétiques, car quitte à avoir autant d'attaques que l'épée tronçonneuse Astartes, autant avoir une meilleure force et une meilleure PA. Bien entendu, ils sont aussi en pistolet infernaux pour fournir 5 tirs anti-élite. Accompagné de les Martes, cela fiabilisera énormément l'impact de l'unité. Mais c'est une combinaison qui coûte tout de même 445 points. Il sera très difficile de pouvoir doubler avec l'unité de garde sanguinienne, car si on compte Dante, le prêtre sanguinien, les 10 gardes sanguiniens, les Martes, les 10 compagnies de la mort en jump pack, on est déjà à 1120 points. Il reste possible de pouvoir jouer ces deux combinaisons, mais pour le reste de votre armée, il faudra utiliser des unités un peu plus MSU, peu coûteuses, afin de fiabiliser tous vos objectifs de mission. Maintenant, passons tout de même à quelques unités ayant la mention honorable, comme Astorat par exemple, pour son combattre avant de mourir et la Devastating Wound qu'il offre à son unité une fois par bataille. Sinon, nous avons aussi Méphiston, fournissant combattre en premier à l'unité qu'il rejoint, mais il ne peut pas accompagner d'excellentes unités, ce qui le laisse moyen au mieux, et je trouve ça un peu dommage, car il aurait très bien pu accompagner des Terminators par exemple, ou des unités primaris telles que des Agressors, des Éradicators, ou que sais-je encore. Ensuite, le Dreadnought Archiviste pour l'insensible 5+ contre les blessures mortelles et les attaques psychiques, il donne en aura de 6 pouces. Il vous donne aussi une autre possibilité que je trouve très intéressante, c'est la téléportation d'une unité infanterie à 9 pouces de toute figurine ennemie. En restant derrière une ruine bien cachée, vous pouvez envoyer une unité par tour, que ce soit pour des Agressors, Éradicators, Infernus, ou toute autre unité avec un impact intéressant à courte portée. Et enfin, pour ma dernière mention honorable, bien entendu, il n'apparaît pas dans mon top, mais il fera forcément partie de toutes les listes Blood Angel, le prêtre sanguinien, aussi bien à pied qu'en jump pack, pour fournir l'insensible 5+, et son bonus de pénétration à son unité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes encore au moins 50% à ne pas l'être. Vous pouvez aussi liker, partager la vidéo, cela aide énormément à se développer. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.